d'être là pour nous entendre et nous écouter. Moi, je suis Sandra. Je suis infirmière anesthésiste au CHU de Nîmes. Enfin, du moins, j'étais infirmière anesthésiste au CHU de Nîmes jusqu'au 15 septembre. Je voulais commencer dans un service qui bouge, où j'allais apprendre plein de soins techniques intéressants. Et donc, j'ai eu la chance de commencer dès la sortie d'école dans un service de réanimation au CHU de Montpellier, où j'avais fait mes études auparavant. Et j'ai en effet beaucoup appris dans ce service où j'ai eu la chance de commencer avec une équipe extra, tant sur le plan médical que paramédical. Moi qui aimais par-dessus tout finalement pas le soin technique, mais prendre soin du patient, qu'il soit propre, le masser, faire les soins pour éviter qu'il ait des escarres, leur parler. Les écouter, tenter de les comprendre, ce qui n'est pas toujours facile en réanimation. Et puis, voilà, le peu de temps qu'on avait les familles, recevoir les familles, et puis les soutenir au mieux et les accompagner aussi. Finalement, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce service où la technique et les soins techniques, les soins invasifs sont très présents. J'ai commencé en 2003 l'exercice de mes fonctions d'infirmière et en 2021, finalement, on a beaucoup de moyens pour soulager, mais on ne les met pas toujours bien en œuvre. Je vais faire un saut directement en avril 2020. Avril 2020, à 3 semaines de l'enfermement de la population que tout le monde a connu, hein, qui a eu lieu au mois de mars. Parce que le Covid est arrivé, un virus que personne ne semblait connaître, ou en tout cas qui est tombé sur la France, en tout cas qui a passé les frontières, hein, alors qu'on pensait comme le nuage de Tchernobyl que ça s'arrêterait aux frontières. C'est ce qu'il nous avait dit. Finalement, voilà, tous les services ont été réorganisés, y compris le bloc opératoire, où on a déprogrammé massivement les patients pour pouvoir accueillir un afflux de patients massifs et faire face à cette guerre virologique qui nous touchait. Or, à Nîmes, en tout cas, c'était plutôt calme et nous n'étions pas submergés comme dans le Grand Est ou en région parisienne, secondairement. Donc nous avons été sollicités pour les infirmiers anesthésistes et aussi d'autres infirmiers de bloc opératoire pour partir en région parisienne, porter renfort, prêter renfort à des services qui étaient dans le mal, hein, un manque de personnel et un afflux de patients. Donc je me suis portée volontaire. Sur les 85 infirmiers anesthésistes, il n'y a eu qu'une douzaine de volontaires. Alors voilà, c'est certainement que la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de ce virus, peut-être d'autres raisons. Donc voilà, ça a révélé finalement que voilà, tout le monde n'est pas volontaire, même en étant soignant, pour sortir de sa zone de confort et prêter main forte aux collègues. Personnellement, j'ai préféré me sentir utile là où il y avait besoin, plutôt que d'attendre le tsunami annoncé, cette vague qu'on nous annonçait qui allait s'abattre partout, sur toute la France, mais qui finalement, à Nîmes en tout cas, voilà, il y a eu des patients Covid dans les réals, bien sûr qu'il y en a eu, mais il n'y a pas eu de tsunami. Donc il y en a certains qui sont restés à attendre voilà, la vague, à attendre cette vague, ce tsunami, un peu comme Bryce de Nice dans le film qui attend la vague et qui n'arrive jamais. Donc en région parisienne, on est parti à 2 infirmiers anesthésistes, on partait 2 par 2 et puis après c'était un roulement. Et je suis arrivée dans une équipe déboussolée, parce que c'était pas
une réanimation au départ. Hein. C'était un service d'USIC qui avait été, l'USIC c'est soins intensifs cardio, qui avait été réaménagé pour l'occasion en unité Covid, soins intensifs réa. Et donc les équipes n'avaient pas bien l'habitude de tous ces matériels et de ces prises en charge. Donc ils étaient contents de nous voir arriver en renfort et on s'était proposé pour faire les nuits, donc on a été plutôt bien accueillis. Bien sûr qu'il y avait de l'appréhension en partant parce que malgré l'expérience acquise et les compétences que j'avais, je savais qu'il fallait, il faudrait s'adapter et être efficace tout de suite, rapidement et donc dans un milieu peut-être hostile et que je ne connaissais pas. Or, en arrivant, la première nuit, à la relève, la transmission entre l'équipe de jour et de nuit, j'étais un peu, j'ai pris en cours, voilà, on m'a donné un secteur, j'étais en binôme avec une autre infirmière sur le secteur, et il n'y avait pas d'aide-soignant, donc l'aide-soignant était sur notre secteur. Là. Et du coup, la liste de patients de notre secteur, il y avait des noms, et puis à côté des noms, il y avait écrit, pour certains patients en tout cas, LATA. Voilà, LATA, ça ne vous parle pas. Alors, bon, moi ça me parlait, mais je ne l'avais jamais vu écrit comme ça. Donc c'est une étiquette posée à côté du nom du patient qui veut dire limitation et arrêt des thérapeutiques actives. Donc ça veut dire que voilà, c'est des patients qui ont été en tout cas étiquetés comme des patients qui ne sont pas réanimatoires et qui, pour lesquels on ne fera rien, ou en tout cas rien d'actif. Dans ces cas-là, on ne fait que du confort et de prise en charge de la douleur. Et ça tombe bien, c'est dans mes compétences et puis voilà, ça je sais faire. Et donc les transmissions se terminent. Voilà, on fait le tour des chambres et je découvre des patients suffocants pour certains, très mal, assis dans leur lit, toujours bien installés parce que les patients très assis dans son lit, c'est toujours compliqué qu'ils restent bien installés. Suffocants avec des masques à oxygène à haute concentration, des appareils qui permettent de pulser la ventilation pour... Enfin, je vais passer des termes techniques. Mais rien... En tout cas, ces patients de LATA, limitation thérapeutique, rien pour vraiment les mettre dans un confort et les accompagner comme on fait en réanimation quand on décide de limiter les thérapeutiques actives. Quand je regardais et que je faisais le constat dans cette chambre de ce qu'il était en train de s'y passer, ce patient si mal, et aucun moyen, rien n'était mis en place pour le soulager et faire en sorte qu'il parte, qu'il soit apaisé. Il y avait un contraste qui était terrible. Donc, en clair, j'ai passé beaucoup de temps à harceler le médecin cette nuit-là pour obtenir, en tout cas qu'il concède à ce qu'on puisse faire rentrer la famille de ce monsieur, puisqu'il avait 3 enfants et une épouse qui était très demandeur de voir leur papa, puisqu'ils savaient qu'on n'allait pas faire grand-chose de plus pour leur papa, et il leur avait été annoncé dans la journée qu'il ne passerait certainement pas le cap, et que, bon, voilà. Donc le médecin a concédé au fait qu'on puisse faire rentrer, venir et faire rentrer ces personnes, alors que c'était bien sûr interdit, strictement interdit. Nous étions début avril.
interdit par tous les établissements en France, et notamment l'hôpital Saint-Antoine, c'était pas de visite. Il y avait beaucoup de choses qui étaient interdites et qui étaient inhumaines. Les visites étaient interdites, les toilettes mortuaires lors des décès étaient interdites. Nous pouvions nous occuper des patients tant qu'ils étaient vivants. À partir du moment où ils étaient morts, nous n'avions plus le droit de les toucher. La toilette mortuaire, c'est un soin qu'on fait à un patient quand il est décédé. C'est toujours un soin qui se fait avec beaucoup de respect pour la personne et qui permet de présenter le patient à sa famille. Et voilà, c'est le dernier soin qu'on lui apporte. C'était interdit. Il fallait mettre la personne rapidement dans un sac, dans une housse, et la fermer. Bon, j'ai réussi à faire venir ses 3 enfants et son épouse, que j'ai habillés avec l'autre infirmière qui m'aidait. Voilà, on les a habillés un à un, blouse, gants sur un à un. Et puis, voilà, le médecin avait dit, voilà. Par contre, vous les habillez et tout, vous vous en occupez. Oui, oui, merci, on va s'en occuper. Donc, ils sont rentrés un par un, jamais tous ensemble. Ils n'avaient déjà pas le droit d'être là. Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'on peut s'approcher? Est-ce qu'on va pouvoir le toucher? J'aurais dû dire non. C'était interdit. Si j'avais appliqué les règles et les protocoles de la structure, j'aurais dû dire non. De toute façon, il n'aurait pas dû être là. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous diriez, vous, à un jeune homme de 35 ans qui vous demande s'il peut s'approcher de son papa et lui parler, prendre la main? Je dis bien sûr. Vous pouvez même l'embrasser. Puis il a fallu, la seconde partie de nuit, batailler avec le médecin pour que, enfin, il accepte qu'il me permette de mettre des sédations et de la morphine à ce patient. Bien sûr, mais bien entendu qu'un patient qui suffoque et qui est dans une telle détresse respiratoire, de poser une seringue électrique de morphine et une seringue électrique de midazolam, bien sûr que ça va le sédater et que ça va accélérer son départ. Mais c'est de notre devoir de soulager et d'accompagner les personnes en fin de vie. À partir du moment où on a décidé de ne rien faire, on se doit de soulager et d'accompagner pour que le patient parte dignement et sans souffrance. Comment l'hôpital public, que j'avais pourtant choisi à l'âge de 22 ans, j'ai toujours travaillé dans le public, parce que l'hôpital public, c'est l'accès aux soins pour tous. C'est un endroit où on ne fait pas de distinction entre les personnes. Donc je suis revenue pleine de questions aussi en me demandant comment ça se fait que aussi pendant cette période de surcharge et d'afflux de patients à l'hôpital, certaines cliniques privées en région parisienne étaient vides. Elles s'étaient mises à la disposition de l'État en déprogrammant ces programmes, c'est opératoire pour déployer leurs ressources humaines et créer des lits de réanimation. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de cliniques qui sont restées vides. Et j'ai suivi ma petite boussole interne parce que j'ai besoin de mettre du sens à ce que je fais. Et finalement, c'est en transgressant des lois injustes que naissent les droits. Et il y a un philosophe qui s'appelle
Louis Salamo-Olin, et qui dit que est citoyen celui dont la volonté crée du droit. Ben moi je suis citoyenne. Et le 14 septembre, il faut savoir qu'il y a un vigile qui a été envoyé par ma DRH et qui me cherchait dans le bloc opératoire pour me remettre ma décision de suspension parce que je n'avais pas répondu à l'obligation vaccinale. C'est humiliant. Les suspensions ont été remises en service en main propre. Les soignants étaient traqués comme des bêtes, comme des criminels. J'étais pas présente ce jour-là. J'étais en arrêt maladie depuis le 13 septembre. Mon médecin a considéré qu'il fallait me soustraire à cette violence et que j'étais trop mal pour affronter ça. Je le remercie de m'avoir épargné ce 14 septembre. Malgré ça, depuis le 15 septembre, malgré le fait que je suis encore en arrêt maladie, j'ai été suspendue. Je n'ai droit à aucune indemnité journalière. Je n'ai pas touché 1 euro de l'hôpital depuis le 15 septembre. Parce que l'hôpital de Nîmes s'est même octroyé le droit de ne pas payer les agents en arrêt maladie, même les arrêts maladie validés. Aucune mesure transitoire qui ne m'a été proposée, ni celle d'utiliser mon droit au congé formation pour me reconvertir, congé formation pour lequel j'ai cotisé depuis 18 ans, ni celle de prendre mes congés annuels pourtant acquis, ni celle de prendre les heures acquises en nombre pendant la période Covid. Et vendredi matin, avant-hier, je me suis rendue pour la première fois depuis 3 mois dans mon service, puisque ma cadre m'a envoyé un message en me disant « Sandra, il faudrait que tu viennes vider ton casier, parce qu'un autre infirmier anesthésiste va arriver lundi. Je te remettrai ta feuille de notation par la même occasion, puisque je n'avais pas encore eu celle de 2021, parce qu'il y avait du retard à cause du Covid. Une feuille de notation exemplaire, avec écrit a toujours été accepté de dépanner dans les services de réanimation là, pendant toute cette période, et professionnel à l'écoute, etc., etc. Enfin, voilà, j'ai pris ma feuille et je lui ai dit c'est difficile de partir avec une telle appréciation. Voilà. Peut-être si on avait commis une faute grave dans l'exercice de nos fonctions avant le 15 septembre, finalement, on aurait été suspendu, mis à pied, parce que pour la faute grave, il faut savoir dans la fonction publique que pour une faute grave, vous êtes mis à pied de façon conservatoire, c'est-à-dire que on maintient votre salaire et pour une durée déterminée dans le temps, pas plus de 4 mois. Là, finalement, j'aurais été moins durement punie